Mesdames et messieurs les vice-gouverneurs, mesdames et messieurs les directeurs généraux, directeurs centraux, sous-directeurs et chefs de service, mesdames et messieurs les agents du district autonome d'Abidjan, surtout, chers amis de la presse nationale et internationale, la presse en ligne, mesdames et messieurs, en vos rangs, grade, qualité, titre et tout protocole observé, je voudrais vous dire merci, mille fois merci d'avoir répondu, surtout vous les journalistes, d'avoir répondu si massivement à notre appel ce matin. C'est avec un immense bonheur et un réel plaisir que je partage ces instants avec vous à la faveur du présent déjeuner organisé en ce début d'année 2025. Comme nous le savons tous, cette année sera marquée par la prochaine élection présidentielle dont les enjeux nationaux et internationaux, voire géostratégiques, sont évidents pour nous tous et n'échappent à personne. C'est pour moi l'occasion de vous présenter à vous-même, à vos familles, ainsi qu'à vos rédactions respectives, mes vœux de santé, de paix, 3 fois de paix et de prospérité. J'ai souhaité pouvoir échanger avec vous sur toutes les questions et préoccupations que nous pouvons avoir en partage. Mais je voudrais trouver ici surtout une bonne opportunité pour faire le bilan des activités du district autonome d'Abidjan, un an, presque jour pour jour, après ma nomination en tant que ministre-gouverneur par son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et par la même occasion, exposer les grands axes de perspective de 2025. Avant d'aller plus loin, mesdames et messieurs, je tiens à vous remercier à nouveau, surtout vous les journalistes, pour votre présence massive et si distinguée sur tous les plans. Je ne sais pas, il y a combien de caméras qui nous regardent, mais à la première table ici, je vois des visages que j'ai l'habitude de voir sur NCI et sur d'autres médias. Je voudrais vous saluer et surtout saluer le travail remarquable que vous effectuez au quotidien. Vos observations, vos critiques et même vos reproches, je dis bien vos reproches, nous ont été d'une grande utilité et nous ont permis d'ajuster, quand il le fallait, nos actions, dont je voudrais à présent vous faire le bilan avant d'exposer les grands axes de perspective pour 2025. Vous vous souviendrez, mesdames et messieurs, que j'ai été nommé le 27 décembre 2023 par décret du président de la République, son Excellence le président Alassane Ouattara. J'ai pris effectivement fonction le 2 janvier 2024 lors de la passation des charges avec mon prédécesseur, le Premier ministre Begré Mambé, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie. Je tiens à ce stade de mon propos à renouveler ma profonde gratitude à son Excellence le Président de la République pour la confiance, la énième confiance qu'il a bien voulu placer en moi. Depuis ma nomination, ma priorité a été de privilégier l'action sur le terrain en me conformant strictement aux dispositions des textes en vigueur. Au regard de ces textes, ma mission est claire. On peut la résumer ainsi. Restaurer l'ordre urbain en vue d'améliorer le cadre de vie et le bien-être des populations du district autonome d'Abidjan, mais aussi créer les conditions qui vont permettre d'accélérer le développement économique du district. Je voudrais relever que certains travaux collaboratifs et de mobilisation des acteurs sociaux que j'ai eu à effectuer dans ce cadre en tant qu'animateur. Ainsi, j'ai entamé ma mission par une série de rencontres avec les maires des 13 communes du district autonome d'Abidjan. L'objectif de ces rencontres, comme nous les avons indiqué ici, était de toucher du doigt les réalités des différentes communes du district et de présenter les déclinaisons aussi de ma mission. De nos échanges est né un cadre de collaboration à tout seigneur, tout honneur. C'est le ministre
c'est le vice-gouverneur d'Ao-Polin, ici présent à ma gauche, qui a été mandaté par le doyen des maires et non pas le doyen d'âge, parce que Farik a corrigé. Farik Smaro a dit qu'il était le doyen, il était le doyen en âge, donc le doyen des maires, Amisha, pour venir me proposer la création de ce cadre de concertation. Donc, à tout seigneur, tout honneur. C'est pour moi l'occasion de saluer l'esprit citoyen et de coopération dont ont fait preuve les élus locaux, c'est-à-dire les maires. Ai-je besoin de rappeler que j'ai été moi-même élu local et que je suis toujours député? Je connais bien les contraintes et les difficultés de la fonction. C'est pour cela que je ne ménage aucun effort pour avoir l'adhésion de mes pairs. Permettez-moi également de saluer l'engagement et la détermination des 2248 agents du district autonome d'Abidjan qui se sont mobilisés autour de notre vision commune. Abidjan est une ville conviviale, propre, résiliente et sûre. Je veux aussi saluer les autres services et entités de l'État pour leur accompagnement, sans oublier, bien entendu, les braves et chaleureuses populations du district autonome d'Abidjan que j'ai eu à recevoir, avec qui j'ai eu des moments de partage, qui m'ont exprimé leurs préoccupations et leurs besoins. Je voudrais, mesdames et messieurs, à présent donner ma compréhension de la mission qui m'a été confiée. Restaurer l'ordre urbain, qu'est-ce que ça dit? Restaurer l'ordre urbain. Alors, pour y répondre, mesdames et messieurs, j'ai renoué avec mes anciennes amours, enseignant-chercheur. Je suis allé, j'ai cherché et j'ai trouvé une définition qui m'a été proposée par Christian Bouquet et notre sœur Irène Kassi-Jojo. Irène Kassi-Jojo, qui est enseignante, je crois qu'elle a dû passer maintenant professeure titulaire à l'UFR de géographie de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Alors, ils indiquent dans une étude que la restauration de l'ordre urbain est une réponse au désordre urbain. Bon, c'est vrai que ça ne nous avance pas trop. C'est une appellation générique. Le désordre urbain, c'est une appellation générique des effets néfastes et négatifs de l'urbanisation incontrôlée, une transformation rapide et non planifiée de l'espace urbain avec une concentration élevée de population, l'apparition de bidonvilles et l'absence de réglementation et de politiques strictes pour canaliser tout ce développement. L'absence, pas absence totale, pour ne pas dire absence il faut dire absence partielle, puisque la réglementation existe, mais elle se trouve à un moment donné dépassée. En d'autres termes, le désordre urbain concerne les quartiers précaires, de véritables villages transposés en villes. Je dis de véritables villages transposés en villes. Les occupations illégales des espaces publics, le commerce exubérant, le commerce exubérant qu'on voit partout, dans les espaces publics, y compris sur les chaussées des grandes artères. Il y a un homme politique que je ne vais pas citer, mais en tout cas qu'il a dit il n'y a pas très longtemps, lors d'une rencontre qu'il a eue avec les femmes à Trècheville, il a dit, j'espère que nous avons tous vu et entendu la même chose, il a dit que nos sœurs, nos mamans, nos filles sont sur les chaussées partout, au point où, quand on est sur la voie, on ne sait pas par où passer pour arriver à destination. Les installations anarchiques, les fumoirs, les lieux de débauche à moindre coût, les affichages sauvages qui constituent une véritable nuisance environnementale. Les gares routières de fortune qui sont appelées du nom fantaisiste d'arrêt minute. Dans le jargon du milieu, on dit arrêt minute. Mais ce sont des gares qu'on appelle arrêt minute. Quand vous prenez l'autoroute,
Quand vous allez dans tous les quartiers, vous allez voir les Baka alignés, qui sont garés, qui attendent des clients. Ce sont des gars, mais on les appelle arrêt minute. En d'autres termes, ce sont des endroits où on devait juste marquer 1 minute d'arrêt pour prendre un passager et en descendre un autre. Mais ce sont des véritables gares qui sont installées sur les grandes artères sans respect d'un plan d'ensemble. Face à cette problématique, l'État, à travers ses nombreux démembrements, a agi de différentes manières en fonction des périodes, notamment le recasement sur le site de Biabou 1 et Biabou 2 des populations vivant dans le quartier précaire appelé Washington, que tout le monde connaît. Le déplacement des populations vivant à Gobelé. Lors de la construction du port autonome d'Abidjan, avec le déguerpissement des populations vivant sur le site qui allait abriter le port et ses diverses installations. Koumassi, une bonne partie de Koumassi vient de là. Les opérations de restauration de l'ordre urbain effectuées par Madame la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anou Loto. Les actions récentes de restauration de l'ordre urbain menées donc, par le district autonome d'Abidjan pour la protection des vies humaines par le déplacement des populations vivant dans les zones à risque. Mesdames et messieurs, en ce qui nous concerne, les actions que nous avons menées dans le cadre de la lutte contre ce phénomène de désordre urbain sont articulées autour de 3 axes. Le premier axe, c'est le traitement des zones à risque, dont la cartographie a été élaborée dans le cadre du plan Orsec par l'Office national de la protection civile. Donc, avant moi, ces zones incluent des sites exposés aux éboulements, aux inondations ou encore aux occupations anarchiques qui mettent en danger les populations et dégradent le cadre de vie. Et ces sites, dont nous avons publié la liste, sont au nombre de 176. À l'époque, quand on a publié, c'est vrai, nous avons péché par un manque de communication efficace. Quand on a publié, il y a eu une levée de bouclier, on a dit Bakongo veut raser tout Abidjan. Bon, alors que Bakongo n'a fait que publier une liste qui existait, qui a été élaborée avant lui dans le cadre des travaux du plan Orsec. Bien. Alors, la gestion des espaces publics illégalement occupés, notamment par les commerces ambulants, les installations anarchiques et les gares routières informelles dont je viens de parler. Et le troisième axe, c'est la libération des espaces et voies publiques par l'application des textes sur l'interdiction de la mendicité, du commerce ambulant et l'usage des charrettes à bras, communément appelées les woro-woro. Les wotro. Mais oui, c'est vrai, tout commence par W, mais bon, c'est pas la même chose. La wotro et puis woro-woro. Concernant le premier axe, dit que ce sont environ 20 sites sur 171 qui ont fait l'objet d'un traitement d'urgence. Ce sont, entre autres, comme vous avez pu le constater, Boribana, Banco 2, Colombie. Colombie, c'est du côté du zoo, le quartier abattoir de Port-Boué. Et bien sûr, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas indiqué ici, GESCO. Les collaborateurs, ils ne sont pas... on a voulu que j'évite et que j'esquive GESCO. Ben, je ne peux pas esquiver, je ne peux pas éviter. Moi, j'assume pleinement tout ce que j'ai fait dans la vie. Toujours. Bien. Donc, et bien sûr, GESCO, sans oublier les emprises de haute tension. Bien évidemment, au-delà des rumeurs fantaisistes et des propagandes, toutes ces actions ont fait l'objet d'une sensibilisation et parfois des délais de préavis ont même été observés, notamment à travers la publication de la liste des 176 sites à risque dont je viens de parler, la sensibilisation des populations vivant à Boribana pour qu'elles prennent toutes les dispositions pour se reloger sur les sites mis à leur disposition et le report de l'opération de déguerpissement à Boribana
après la CAN 2023-2024. Alors, le maire de, je ne dirais pas le maire de Bouribana, il n'est pas maire de Bouribana, le maire d'Atekoubé, dont Bouribana constitue un quartier, est là pour l'attester. Et lorsque je lui ai rendu visite, en tout cas la toute première visite que j'ai rendue en bilatéral, bon, on a bien vu qu'on a dit que Bouribana ne pourrait plus rester là. On aurait pu agir avant la CAN, mais on a décidé d'agir après la CAN. Ils ont été informés, bien sûr. Quand les gens sont de mauvaise foi, bon, on ne peut rien faire. Les mêmes, ils ont été informés. Il y a un même qui s'est permis, il s'est permis de publier, moi, mon numéro de téléphone. Le numéro que j'utilise, ce n'est pas un numéro désactivé. Et il a mis mon numéro de téléphone sur Facebook. Il s'appelle un certain Modibo et dit, voilà, j'ai son numéro ici. Quand je l'appelle, après avoir été informé, bon, il a pris toutes les dispositions pour ameuter. Alors, malgré ces actions d'information et de sensibilisation, il nous a été reproché un manque total de communication, d'empathie, et surtout, un manque d'humanisme. Les politiciens du dimanche ont qualifié nos opérations de déguerpissement déshumanisant. Mais quand on leur demandera, je suis sûr, quand on leur demande qu'est-ce que ça veut dire déguerpissement déshumanisant, ils ne pourront pas décomposer déshumanisant. À plus forte raison, savoir ce que ça veut dire. Bien. Certains ont même qualifié, donc, comme je l'ai dit, ces opérations effectuées de déshumanisantes. Nous avons assisté alors à un ballet que je qualifie à titre personnel de honteux, pittoresque et pitoyable à GESCO. Des hommes politiques que je qualifie également de peu vertueux, parce qu'on se connaît tous dans ce pays. Certains ont géré le pays pendant des années. Tous ces quartiers à risque, toutes ces zones à risque étaient bel et bien là. Bon, est-ce que c'était des endroits où devaient vivre des gens pour qu'ils aient laissé ces quartiers dans l'état où ils étaient? Je ne sais pas. Certains d'entre eux ont même poussé le ridicule jusqu'à aller se pincer le nez dans la foule. Ils se sont pincés le nez dans la foule pour éviter de sentir les odeurs que respirent pourtant au quotidien les populations qu'ils étaient allés soutenir. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? Ça veut dire que ce sont des hommes politiques qui font la politique avec la rhétorique, c'est tout. Mais bon, il n'y a pas d'acte. Or, la politique sans action réfléchie n'est pas la politique. La politique, c'est l'action qui est réfléchie d'abord. Mesdames et messieurs, je voudrais rassurer l'opinion publique nationale et internationale qu'à l'occasion de toutes ces actions, notre seule préoccupation, pour ne pas dire notre obsession a été la préservation des vies humaines, la sécurité des populations avant même la salubrité. Je dis bien, notre obsession a été la préservation des vies humaines, la sécurité des populations avant même la salubrité. À cet égard, mesdames et messieurs, permettez-moi de paraphraser ici celui dont cette salle porte le nom, le président Félix Houphouët-Boigny, qui disait, et je cite, « Entre l'injustice et le désordre, je préfère l'injustice. Pour ma part, je dirais, entre la vie et la mort, je préfère bien évidemment la vie. » En matière de restauration de l'ordre humain, il n'y a pas de panacée. Il n'y a pas de panacée, c'est-à-dire il n'y a pas de solution absolue. Il n'y a pas de solution qui soit la meilleure, mais plutôt un choix à faire. Nous avons préféré choisir la vie, là où d'autres auraient choisi la mort, comme cela s'est vu par le passé, en ne faisant rien du tout. Concernant les deux derniers axes, à savoir la gestion des espaces publics illégalement occupés et la libération des espaces et voies publiques, est-il besoin d'insister davantage pour expliquer et justifier les actions que nous avons menées? Pour notre gouverne à tous,
des pays étrangers se sont inspirés de ce que nous avons fait et de ce que nous faisons actuellement à Abidjan. Bon. Aujourd'hui, le monde est devenu plus que intégré avec les réseaux sociaux. Le Niger, en ce qui concerne la mendicité, en ce qui concerne la mendicité, le Niger a pris la décision de renvoyer tous les mendiants des grandes villes dans leurs villages respectifs. Suivant ce que nous faisons à Abidjan ici. Le Niger n'a pas fait ça comme ça, par hasard. C'est ce qui s'est fait ici, à Abidjan, qui a donc inspiré le Niger. De même, s'agissant du commerce ambulant, le Cameroun a pris des mesures contre la vente de marchandises dans les brouettes, les porte-tout, les étals portables dans les rues, les trottoirs et autres emprises sur la voie de la voie publique à Yaoundé. Alors ici, quand on le fait, il y a, je ne sais pas, toujours les mêmes qui ne veulent pas qu'on touche à quoi que ce soit, mais en même temps, par paradoxe, qui veulent que tout change, que la vie devienne vraiment très belle, que les rues soient propres, qu'on puisse aller partout où on veut, quand on veut, voilà, et que, bon, voilà, hein, on ne va plus aller en France, on n'a plus besoin d'aller en France, on ne doit plus avoir besoin d'aller en France, aux États-Unis, nulle part. Ils ne veulent pas qu'on touche à quoi que ce soit, mais en même temps, ils veulent que tout change. Pour revenir donc en Côte d'Ivoire à Abidjan, en ce qui concerne les charrettes à bras, 10 pouces-pouces, nous ne pouvions continuer d'observer, mesdames et messieurs, nous ne pouvions continuer d'observer une indifférence coupable face au spectacle de mise à mort, comme en tauromachie, des charretiers, eu égard à leurs conditions de travail dégradantes, déshonorantes et déshumanisantes. Quand vous voyez quelqu'un qui pousse un pouce-pouce, qui a une charrette à bras, bon, comme il vous arrive pas souvent de faire de la psychologie, ou du moins de la sociologie, bon marché, bon, moi j'en fais. Quelquefois, je m'arrête et puis j'observe le spectacle de la vie de tous les jours. J'observe le spectacle de la vie de tous les jours. Et ce que je vois, c'est ce qui me conduit quelquefois à agir comme j'agis. Alors, sans tomber dans une autosatisfaction béate, nous pouvons dire que les résultats obtenus dans le cadre de l'exécution de notre mission sont plutôt encourageants. Malgré les critiques, les populations que nous croisons dans les rues, sur les chantiers, nous font part de leur satisfaction et nous accompagnent de leurs prières en nous demandant de poursuivre parce que nous sommes sur la bonne voie. Je voudrais, à ce stade de mon propos, dire ce que j'ai déjà dit en d'autres lieux. D'abord, ma reconnaissance profonde au président de la République, ma reconnaissance profonde au vice-président de la République, ma reconnaissance profonde au Premier ministre. Parce que, avant de vous annoncer les résultats, sur le chemin donc, du travail que nous avons effectué, j'ai pu bénéficier de leurs conseils, de leurs orientations, de leur soutien, je dis bien, de leurs conseils, de leurs orientations, de leur soutien. Quand j'ai mal fait, ils m'ont appelé pour me dire « ce n'est pas la voie ». Quand par contre, je me suis retrouvé sur la bonne voie, ils m'ont dit « tu as notre soutien ». Je dis bien le président de la République, le vice-président de la République, le Premier ministre. Mais en même temps, je profite de l'occasion pour leur présenter, comme je l'ai dit, je l'ai fait en d'autres lieux, pour leur exprimer mon profond regret d'avoir, par mes actions, amené nos amis de la presse, que ce soit la presse audiovisuelle, étrangère surtout, que ce soit la presse en ligne, de les avoir amenés à traiter le président de la République de ce qu'il ne mérite pas.
d'avoir tenu des propos désobligeants. Parce que tout simplement, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc, je tiens ici à leur dire que je regrette profondément toutes les mésaventures qu'ils ont subies, toutes les critiques injustes qu'ils ont subies de mon fait. Alors, les résultats enregistrés concernent la réalisation d'infrastructures, les aménagements et embellissements des espaces, la sectorisation des activités et les actions sociales et économiques. Alors, sur les infrastructures, les habitations illégales obstruant les passages d'eau fluviale, notamment à Jesco et Williamsville, ont été enlevés pour prévenir les inondations fréquentes et améliorer le paysage urbain. Alors, à Jesco, on va y revenir. Nous avons de très grosses ambitions qui vont commencer à se réaliser, à se mettre en place très bientôt. L'aménagement de la baie du Banco est une réalité ou commence à devenir une réalité. La baie du Banco était, dit-on, hantée. La baie du Banco, dit-on, était habitée par des génies. Le moindre accident sur l'autoroute au niveau du Banco était attribué à une traversée de la voie par les génies. Pierre, alors, nous n'allions pas quand même nous satisfaire de ces observations obscurantistes d'un autre âge. Donc, nous avons décidé de transformer cette baie-là en pôle économique et touristique. Je dis bien pôle économique et touristique. Ce sont, sur cet espace, un marché de fruits et légumes de près de 600 places, moderne, avec tout ce qu'il faut, qui est en train donc qui a vu le jour, donc nous sommes en train de terminer les travaux. Je dis bien un marché de fruits et légumes. Voilà, quand vous passez, c'est la partie du Banco qui fait face à Agban Village. C'est également, bien sûr, l'entrée principale, enfin, ou du moins l'entrée du Banco, par laquelle tout le monde passe, qui a vu donc la construction d'une nouvelle guérite, mais en réalité, ce n'est pas une guérite, c'est une entrée digne de ce nom, digne du Banco, avec un restaurant, vue panoramique, avec tout ce qu'il faut, tout. Une salle d'exposition, des bureaux, des salles d'eau, tout ce qu'il faut. Et puis, au bas du lac artificiel que nous sommes en train de faire, un jet de lumière qui rappelle Dubaï. Oui, un jeu de lumière, un jeu d'eau, de lumière qui rappelle Dubaï. Il n'y a pas qu'à Dubaï qu'on peut faire ce qu'il y a à Dubaï, on peut faire ça ici aussi. Ce sont des êtres humains qui ont fait, et ici on peut faire exactement la même chose. Bien. Alors, il y a la grande mosquée Salam Dagamé, dont on avait pensé qu'elle n'existait plus, bien qu'elle devait disparaître. En réalité, elle était envahie par le commerce qui s'exerçait, y compris à l'intérieur de la mosquée. Je dis bien y compris à l'intérieur, parce que l'intérieur servait donc de lieu de stockage. C'est-à-dire on va à l'extérieur et puis on garde le stock à l'intérieur. Bon, alors, qu'on soit musulman ou pas, on ne peut pas accepter ça. Qu'on soit musulman, chrétien, juif, ou bien même bouddhiste, ou bien animiste, comme les Sénoufos en général. Bien. Ben, on ne peut pas accepter ça. Non, Alcène est là, je suis désolé. Bon. Donc, on ne peut pas accepter cela. Et donc, quand on a commencé la réhabilitation de la grande mosquée, bon, les gens ont fait des montages. Grâce à l'intelligence artificielle, on peut faire tout. On peut me faire dire même ce que je n'ai pas. Voilà, on prend ma voix et puis bon, voilà, on place quelque part et puis bon, je dis ce que les gens veulent que je dise. Bien. On a penché la mosquée de telle sorte que
il soit évident pour tout le monde que je suis en train de casser la mosquée. Bon, Dieu merci, le virtuel ne peut pas remplacer le réel. Donc, le réel est là. La mosquée est en train de faire peau neuve. D'ici la fin du mois de janvier, on verra tout à fait autre chose. Bien. Alors, aux 220 logements, c'est la même chose que nous avons commencé avec la construction d'une fontaine. En tout cas, je crois que ça va être la plus grande fontaine, d'une fontaine géante qui sera vue de partout. Quand on vient de Williamsville, on vient de Deux Plateaux, on vient de Fatmat ou bien on vient de Renault. Bon, ce sera quand même quelque chose d'extrêmement imposant. Bien sûr, nous avons, mais sans que ceci soit interprété autrement, nous avons réalisé 51 magasins pour reloger 51 commerçantes. Ce sont des magasins qu'on a réalisés gracieusement dans le cadre, j'allais dire, d'une opération sociale, d'une action sociale. Ce sont des vendeuses de plots, vous savez, Guillaume Bateau sait de quoi je parle, avec le plot. Bien, ce sont des vendeuses de plots, les vendeuses vraiment, bon, qu'on a trouvé qui exerçaient leur activité dans des conditions vraiment défiantes. Bon, voilà, de tout bon sens. Alors, on a rasé, ou du moins, on a rasé l'espace où elles se trouvaient. Bon, le jour où on le faisait, bon, elles ont beaucoup pleuré, mais le jour où je leur ai donné les magasins flambant neufs et que je leur ai dit que c'était gratuit, il n'y a pas 5 francs à payer à qui que ce soit, bon, là, elles ont pleuré, cette fois-ci de joie. Oui. Alors, de même, la sectorisation des activités. C'est dans cette même salle que j'ai appelé les acteurs de la filière bétail pour leur dire que la dissémination des parcs à travers la ville donnait à la ville d'Abidjan vraiment une mauvaise image. La capitale de notre pays, la capitale économique de notre pays. Bon, on ne peut pas quand même s'accommoder, on ne pouvait pas s'accommoder de l'existence du parc dans tous les sens. Bon, ça n'a pas encore disparu. Dans certains quartiers, vous voyez, là, les moutons sont là, on garde les moutons dans certains quartiers, dans certaines familles, les bœufs, exactement comme au village. Voilà, c'est-à-dire, quand vous entrez dans le quartier, vous croyez vraiment quelque part, vous croyez quelque part à Guédéga. À Guédéga, ça c'est chez moi. Vous croyez quelque part là-bas. Alors que nous sommes en plein Abidjan, en plein cœur d'Abidjan, voilà, que ce soit à Koumassi, à Trècheville, à Makuri, on voit des choses. Donc je leur ai dit ici qu'il fallait mettre fin à cette situation en faisant en sorte que tout le commerce de bétail se fasse à un seul endroit, que tout le monde aille à cet endroit. Nous avons trouvé un espace transitoire, c'était à l'ancienne case d'Agamé, et puis, comme c'était transitoire pour un moment, l'espace dédié, c'est à Niama, où on a 228 hectares, donc dédiés aussi bien au parc à bétail, mais aussi et surtout au nouvel abattoir. Donc tout le monde est allé aujourd'hui à Niama. Si vous voyez des gens se promener encore en ville, il faut leur dire d'aller à Niama. Faute de quoi, vous nous les signalerez et puis on va aller les chercher nous-mêmes. Si. Alors, les actions sociales, je terminerai par là, économiques, au titre d'un résultat. Bon, je voudrais signaler la poursuite et la remise au mois de décembre 2024 du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Très, 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 très belle initiative, très, très, très grosse action qui a été inaugurée ici par le Premier ministre à tout seigneur, tout honneur, là aussi, Begré Mambé, dont c'est l'initiative, dont c'est l'idée, et qui décernait ce prix chaque année. Bien évidemment, nous avons maintenu ce prix. Et ce sont 200 millions de francs CFA qui ont été donc distribués pour financer les projets innovants portés par 40 jeunes. Et nous avons décidé, 40 jeunes du district, et nous avons décidé pour l'année prochaine de porter cette enveloppe à 300 millions. Moi, j'avais dit 500 millions. On dit que ça va être difficile.
Mais en tout cas, 300 millions, ça c'est déjà acté. Donc de 200 millions, nous passons à 300 millions parce que nous avons vu ici lors de l'exposition que les jeunes Ivoiriens sont inventifs, sont ingénieux. Ils produisent des choses qu'on croirait avoir été produits ailleurs, alors que c'est ici. Les produits qu'ils font sont sur le supermarché. Il y en a certains qui ont été prisés par le vice-gouverneur Konaté. Ce sont les produits fabriqués à base de petits colas. Voilà, le vice-gouverneur a beaucoup adoré il a beaucoup adoré ça. Bien, au niveau de l'appui aux chefs traditionnels, chers amis, comme vous le savez, déjà, parce qu'on l'a dit à plusieurs reprises, ce sont 95 véhicules qui ont été acquis et qui vont être remis aux chefs de village, des 95 villages Achan et Aché du district autonome d'Abidjan. Alors, d'aucuns nous ont dit à l'époque, quand on a annoncé, voilà, c'est une façon de corrompre. Les premiers grands chantiers du ministre-gouverneur du district autonome. Il n'y a pas l'endroit pour décharger. Avec un véhicule, parce que quand vous lui avez donné le véhicule, lui roule dedans, ce n'est plus pour vous. Bon, il va faire exactement ce qu'il a envie de faire. Le jour du vote, si c'est par rapport à ça, le jour des élections, il va faire ce que sa conscience lui dit de faire. Bon, alors, je ne sais pas. Alors, j'ai dit que quand le président Alassane Ouattara a décidé de doter la chefferie traditionnelle de Côte d'Ivoire d'un statut, d'abord statut légal, ensuite statut intérieur à la Constitution, ce n'était pas juste la parlotte, ce n'était pas juste pour faire plaisir à qui que ce soit. C'est après analyse. Je vous ai dit que la politique, c'est l'action réfléchie, l'action qui est réfléchie d'abord. Donc c'est après réflexion, après débat, que le président Alassane Ouattara est arrivé à la conclusion que les chefs traditionnels dans notre pays jouent un rôle de soupape de sécurité de premier plan. Un rôle de soupape de sécurité de premier plan. Quand il y a des difficultés, c'est d'abord vers les chefs qu'on va, à la base. C'est quand les chefs sont débordés que certaines difficultés arrivent au niveau où l'État intervient. Sinon, les difficultés sont réglées d'abord à la base. Alors, comment des gens qui jouent un rôle aussi important peuvent être laissés pour compte, sous prétexte qu'ils ne doivent pas faire la politique, et quand on va leur donner ceci, on va dire cela. Non. Le président a décidé donc de les doter d'un statut. Mais un statut, il y a des juristes parmi vous là, le statut là, c'est quoi? En dehors du mot statut. Il a une signification, il a un contenu. Ce sont des droits, des obligations aussi certainement. Et parmi ces droits, il y a les conditions dans lesquelles on doit travailler. S'il y a un salaire, ou bien il y a une rémunération, ou bien il y a des indemnités, il y a des émoluments, il y a des frais, ainsi de suite. Donc, c'est dans le cadre de l'application du statut pour donner un contenu, en tout cas au niveau du district autonome d'Abidjan, au statut des chefs traditionnels, qu'on a décidé, et parce que c'était aussi une attente, des attentes qui dataient de longtemps, on a décidé de mettre à la disposition des chefs du district autonome d'Abidjan des véhicules pour leur permettre, ne serait-ce que de répondre à nos convocations, pour leur permettre de se déplacer, pour aller résoudre des différends, des conflits, des litiges, ainsi de suite. Donc 95 véhicules, ils ont déjà reçu d'ailleurs, une couverture maladie, un téléphone portable, tout ça, pour leur permettre donc de faire donc, le travail. Alors pour les aides sociales, mesdames et messieurs, c'est 100 millions, 700 000 qui ont été alloués à des familles, aux ONG et à divers 100 millions, 700 000. Je n'ai pas dit milliards, parce que nous-mêmes, on n'a pas ça. Bon, c'est donc 100 millions, 700 000 qui ont été alloués à des familles, aux ONG et à diverses associations en 2024. Il ne faut pas oublier les dons traditionnels de vivre et non-vivre
qui ont été distribués comme cela se faisait par le passé en fin d'année pour aider les familles à passer de bonnes fêtes de fin d'année. Mesdames et messieurs, tous ces résultats ont été obtenus grâce à la collaboration et à l'implication de tous les maires du district, en particulier, je dis bien en particulier, les maires d'Atekoubé, de Bingerville, d'Agamé, d'Anyama, d'Abobo et de Koumassi. Ouais, non, je le dis, il faut dire les choses là où il faut et au moment où il le faut, parce qu'il ne faut pas aller le dire ailleurs et en contre-temps. Voilà, il faut dire à temps et là où il faut. Je dis bien que tous ces résultats ont été obtenus grâce à la collaboration et l'implication effective de tous les maires du district, en particulier les maires d'Atekoubé, ici présents, ministre-gouverneur. J'ai oublié, mais je sais qu'il est dans les parages parce qu'il m'attend. Jean-Marc Yassé, de Cocody. Non, j'ai dit de Cocody, il ne faut pas penser que c'est que j'ajoute Cocody par complaisance, ça n'a absolument rien à voir. Puisque vous voyez très bien ce qui se passe. C'est que ce que nous avons fait du côté du zoo, Colombie, mais c'est avec lui, c'est-à-dire on s'est promené, lui et moi, Jean-Marc Yassé, nous nous sommes promenés dans tout Cocody, je dis bien dans tout Cocody, on est allé de gauche, dans tous les sens. Il m'a dit partout où il a des défis à relever, là où il peut le faire seul, il m'a dit, là je peux, il n'y a pas de problème. Là où par contre ça peut être compliqué, il m'a dit, par exemple, il y a un pont qui porte le nom, qui porte un nom, le nom Soro. Bon, voilà, à Angré. Bien, là-bas, il y avait un village. Oui, attendez, pourquoi vous riez là-bas? Bon, il y avait un village où il y avait des baraques sous la haute tension, sous l'emprise de la haute tension. On est allé, on s'est arrêté sous le pont. Il m'a dit, là, il y a le plus gros fumoir d'Abidjan. Mais on va attaquer ce fumoir. Le plus gros fumoir d'Abidjan, ça est quelque part là-bas. Bien. Gobelé, c'est pareil, ainsi de suite. Donc, le maire, Jean-Marc Yassé, a été très, très, très coopératif. Mais le plateau aussi, on va le dire, le plateau aussi, même si après c'était un peu bizarre, les travaux par lesquels on a commencé ici, bon, j'étais avec le frère Ewo, bon, même le samedi on était ensemble, bon, après, bon, je ne sais pas, on ne s'est plus reconnus l'un de l'autre. Le maire de Bingerville, bien évidemment, celui d'Agamé, bon, voilà, lui, puisque j'ai décidé de m'installer pour très longtemps à Agamé, et nous sommes ensemble tous les jours, maintenant le maire d'Anyama et maintenant le maire d'Abobo. Tout ce qu'on a fait à Abobo, c'est à la demande d'Abobo, et avec les collaborateurs de madame le maire d'Abobo, pour ne pas citer de nom, le 7e adjoint, Diabaté Bey. Il a été avec nous partout à Abobo. Nous avons besoin donc de continuer ensemble, pas seulement avec ceux qui ont été de jour comme de nuit avec nous pour cette première année, mais avec tout le monde. Nous voulons continuer avec tout le monde, parce que ce que nous faisons, c'est pour toutes les populations donc des 13 communes du district autonome d'Abidjan. Les défis et les perspectives qui arrivent, de notre point de vue, sont très importants. À présent, donc, je vais dire juste deux mots pour ne pas prendre trop de temps, parce que certainement les questions vont arriver. Il faut laisser donc le temps à ceux qui veulent poser des questions. Alors, pour l'année 2025, les défis majeurs que nous aurons à relever porteront sur le transport. Le transport. La fluidité routière, les gares, tout le reste. Sur la gestion des ordures. Je m'en suis ouvert au maire Estrosi de Nice, je m'en ouvre à tout le monde.
c'est mon angoisse quotidienne. C'est mon soupir de tous les jours. Je dis bien, c'est mon soupir de tous les jours. La gestion des ordures. Quand vous allez à Gamé, je sais que Guillaume Bateau, lui, ses promenades ne l'amènent jamais à Gamé. Bon. Le docteur Couillot, certainement, hein, il lui arrive de passer là-bas de temps en temps. Mais allez-y à Nangui, à Brougua, à partir de 20h, non, à partir de 19h. Vous croyez, le spectacle que vous allez voir, c'est un spectacle de fin du monde, la fin du monde. Comme dans les Écritures, on dit que tout sera sans dessous-dessus. Sans dessous-dessus. C'est comme ça, c'est-à-dire à Gamé, à Nangui, à Brougua, on a l'impression que c'est la fin du monde. C'est-à-dire, Nangui à Brougua est occupé totalement par les ordures. Totalement, je dis bien totalement, d'un bout à l'autre. Alors, quand vous allez du côté du marché Gouro, ou bien que vous vous hasardez à passer devant le Black, bon. Donc, la gestion des ordures, c'est mon véritable soupir. Je dis bien un soupir. Quand je me couche, bon, quand je fais un ça veut dire que c'est ça qui me fait soupirer. Et puis, bien sûr, l'aménagement et l'embellissement des espaces publics et des actions sociales culturelles. Alors, en matière de transport, nous avons quelques pistes de solutions. Bon. C'est la construction de la gare interurbaine. Il y a un site sur lequel il y a eu une première pose de pierre il y a 12 ans, non, 13 ans. Hein? Et Dr Banga, il y a 13 ans maintenant. C'était en 2012, avec le ministre Gaussou Touré. Malheureusement, la gare n'a pas pu voir le jour. Les raisons, on pourra toujours en trouver. Mais on ne peut pas s'arrêter aux raisons. Sans doute, il faut comprendre. On ne peut pas s'arrêter à cela. Il faut résoudre le problème, donc, stationnement de la gare routière. Nous avons décidé donc de nous installer là-bas. Alors, avec un modèle économique très simple. Un modèle économique très simple. C'est ce que j'ai fait à Koumassi, qui nous a valu qui a valu à Koumassi, donc tout ce que Koumassi donne à voir, hein, à tout le monde, aux visiteurs. Modèle économique, PPP ou BOT. La même chose, BOT. C'est-à-dire, on n'a pas 5 francs, on veut pas aller, l'État ne va pas aller s'engager dans des projets marchands. L'État n'est pas un marchand, l'État n'est pas un opérateur économique. Tout ce que nous faisons, c'est de mettre à disposition, avec une vision claire, avec des projets clairs, des projets qui sont dessinés déjà par nos experts, de mettre des espaces à la disposition donc d'opérateurs économiques avec un cahier de charges très exigeant, des opérateurs économiques qui ont des moyens, qui peuvent faire ce que nous voulons. Et puis bon, les opérateurs vont exploiter en versant à l'État ou bien, dans notre cas, au district, par mensualité, par bimestrialité, par trimestrialité, par annuité, des droits. Aussi simple. Mais la condition première, c'est d'avoir une vision, c'est de savoir ce qu'on veut. Donc, nous allons réaliser sur ce site une gare multimodale, une gare interurbaine, et puis une gare internationale. Mathieu, ou bien Bois, il y a international et interurbaine. Parce qu'il y a 2 compartiments. Il y a un compartiment gare internationale, et puis il y a un autre compartiment gare nationale interurbaine. Voilà. Alors, je crois qu'à partir de là, le maire Farikou va souffler un peu. Parce qu'il dit qu'il se bat depuis longtemps pour éviter que les Gbaka entrent dans Agamé. Il ne veut pas que les Gbaka arrivent à Agamé. Il ne veut pas que les cars stationnent partout où ils stationnent. Et de fait, les cars que vous voyez à Agamé, les gars, c'est un magasin.
de 10 mètres carrés, de 15 mètres carrés, magasin, 5 sur 3. Quelqu'un vient et dit, je vais prendre un magasin, on se dit que c'est pour vendre du riz, c'est pour vendre... Non, en réalité, c'est un gars qui est en train de s'installer. Et quand il a pris le magasin, ces cars viennent se garer jusque sur le trottoir. Conséquence, on ne peut pas circuler sur la voie qui part de Mirador jusqu'au carrefour de Liberté. On ne peut pas circuler. Alors, on veut créer également des gares pour les Baka et les Ouro. Alors, si vous allez à Koumassi, il y a la gare Yaya Fofana. À Gamé, il y a déjà la gare, monsieur le maire, la gare va être prête dans peu de temps. À Agban Village. À Agban Village, avant, quand on était sur l'autoroute, qu'on regardait du côté d'Agban Village, c'était une casse à ciel ouvert qu'on voyait. Désormais, cette casse-là, elle est partie, c'est une gare qui est en train de sortir. Avec tout ce qu'il faut dedans, il y a une station dédiée seulement, réservée seulement à la gare, selon le modèle de Koumassi. Et puis après, nous sommes en train de chercher d'autres espaces pour faire d'autres gares du même type. Alors, tout cela, nous le faisons avec les opérateurs du secteur. On ne vient pas placer, on ne vient pas mettre en place nos projets qui ne tiennent pas compte des attentes des opérateurs. Non, ce n'est pas comme ça. À Koumassi, ce n'est pas comme ça que moi j'ai fait, donc je ne ferai pas comme ça dans le district. Voilà. À Koumassi, j'ai parlé avec les responsables des syndicats, j'ai parlé avec les Nyamro, tous ceux qui sont dans les gares, j'ai parlé avec eux au point où je suis sûr qu'il y en a certains qui sont dans la salle ici. Bon. J'ai parlé avec eux pendant longtemps, nous nous sommes compris, on s'est accordés et on a fait ce qu'on a fait. C'est la même chose que nous sommes en train de faire dans le district et surtout à Agamé et puis à Yopougon. Et puis à Yopougon. Donc à Yopougon, bon, c'est pas au grand jour. Voilà, là-bas, on ne fait pas les choses au grand jour, on fait plus les choses au grand jour. On fait les choses dans la stricte clandestinité. Donc, je suis en contact avec les Djabi, avec les Adamo, avec tous vos, les gars du transport, du secteur du transport de Yopougon, je suis avec eux. Donc, je crois que 2025 sera l'année où nous allons vaincre donc, ce phénomène du désordre dans le secteur du transport. En matière de fluidité routière, bon, alors je crois que là ça c'est un point, Guillaume Bateau, il faut le noter, voilà, c'est le point le plus important, le point le plus culminant donc, de ce que nous envisageons de faire. Le point le plus culminant, c'est un parc logistique, pratiquement une ville dans la ville que nous voulons faire, à Gesco-Rivière. Docteur Banga sait où se trouve Gesco-Rivière. Non, vous ne savez pas. Augustin, ce n'est pas. Augustin Bateau, ce n'est pas. Couilleux, ce n'est pas. Alcine, c'est même. Alcine, bon. Lui, il ne sait pas où ça se trouve. Alors, Gesco-Rivière, quand vous avez fini Yopougon, vous êtes sur l'autoroute, vous avez fini Yopougon. Là où il y a la pancarte bienvenue ou bien au revoir à Abidjan. Là où la forêt d'Anguédédou commence. Quand vous allez dans la direction de Yamsokro, c'est à gauche. Quand vous venez à Abidjan, c'est à droite. Il y avait un village là-bas, il y avait des baraques là qu'on a nettoyées. L'espace appartient au district qui l'a acheté, ça fait 100 combien d'hectares? Ça fait 178 hectares que le district a acheté du temps du Premier ministre Begré Mambé. Le prix a été payé jusqu'au dernier sou. 3 milliards, payé jusqu'au dernier sou. Payé jusqu'au dernier sou. Et donc, sur cet espace, nous allons faire, nous allons réaliser des grands projets. Un parc logistique. Pourquoi un parc logistique? Parce que vous le savez très bien. Aujourd'hui, le phénomène est plus ou moins corrigé parce que
J'ai mis des gens dans les parages là-bas qui bossent. Quand on vient à Abidjan, voilà, on a fini de faire 2 heures de route. Hein, on vient de Gagnoa, on vient de Douekoué, on a fait 3 heures, on est arrivé. Hein, on a fini la zone industrielle qui se trouve sur l'autoroute. On amorce l'entrée dans Abidjan, à Jesco-Rivière. On peut passer 1 heure là-bas à cause des embouteillages dus aux camions qui sont garés dans tous les sens. Et ça, ce n'est pas une affaire de cortège, il faut des motards. Non, les motards ne vont pas sauter. C'est la voie qui est bloquée. Les camions garés dans tous les sens, qui vont comme qui viennent. Donc nous avons décidé, ça c'est un projet que j'avais en tête depuis longtemps, de créer un parc logistique là-bas, c'est-à-dire une espèce de port sec. Quand les camions arrivent de l'Interland, c'est par là-bas ils passent. Quand votre tour arrive, allez prendre vos marchandises au port, vous allez, au retour, si vous voulez, vous stationner là-bas. Il y aura tout, banque, hôtel, tout ce que vous voulez. Restaurant, pharmacie, c'est en quelque sorte une ville dans la ville que nous allons créer qui part de l'autoroute à kilomètre 17. Part de l'autoroute à kilomètre 17 sur la route de Dabou. C'est déjà nettoyé, c'est prêt. On a fini d'écrire le projet et nous sommes donc en train de parler avec les opérateurs qui sont intéressés après un appel à manifestation d'intérêt. Les gens s'imaginent qu'on donne, on donne les marchés. J'ai entendu des choses. Voilà, à Port-Boué, voilà, on a déguerpi l'abattoir et puis aussitôt on s'est précipité. On donne les espaces à des Libanais ou bien quoi, je ne sais pas quoi. Mais attends, j'ai dit, mais attends, ils sont tombés sur la terre ou bien ils ne savent pas qui je suis. Et ils ne savent pas qui moi je suis. Voilà. Ceux qui savent qui je suis, ils savent très bien que moi, je ne fais pas ça. Depuis 1994, je suis sur l'espace public. Et j'écrivais même dans la presse avant. Alors, on ne peut pas faire ce que j'ai fait là, et puis en ayant des choses comme ça. C'est toujours par appel à manifestation d'intérêt. J'ai fait ça à Koumassi, c'était public. Appel à manifestation d'intérêt. Voilà, on présente les projets, on présente tout ce qu'on a, et puis on dit, voilà. Donc, après appel à manifestation d'intérêt, nous sommes en train d'échanger avec les opérateurs qui pourraient être intéressés par ce projet. Sur le même espace, les parcs de vente de véhicules d'occasion qui sont dans tous les sens. Alors, quand vous allez, voilà, vous voyez des véhicules partout. Bon, il faut un peu de discipline là aussi. Donc, sur le même espace, nous allons envoyer tous les parcs de vente de véhicules d'occasion. Un peu comme cela se fait dans d'autres pays de la sous-région. Hein? Voilà. Bien. Donc, en matière de gestion des ordures ménagères, bon, voilà, on est en pleine réflexion. Nous avons entrepris déjà beaucoup de démarches auprès de l'ANAGED, de Madame la directrice générale de l'ANAGED, pour voir comment est-ce qu'on peut gérer le cas spécifique d'Agamé, ou en tout cas quelques cas spécifiques, que ce soit à Agamé, soit à Tekoubetat n'a pas de problème. Donc, à Agamé, à Bobo, puis à Yopougon, comment est-ce qu'on peut gérer? En tout cas, on a quelques solutions. Voilà, ce sont des entrepôts de précolotes, non, bien de tri. Voilà, des tri, voilà, que nous allons installer de sorte à ce que, bon, au moins, on puisse enlever, aller stocker quelque part, en attendant que les agents les opérateurs de l'ANAGED, ECO et Beni et ECOTI puissent venir faire le ramassage. Alors, bien sûr, j'ai parlé du budget, de la dotation budgétaire du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur qui va passer
de 200 millions à 300 millions. Mais je ne vous ai pas parlé du ravalement des façades. Bon, voyez, regardez ici au plateau. Quand vous sortez, vous regardez juste en face. On regarde juste en face et puis vous allez voir le spectacle. Quand on regarde, là, on a l'impression qu'on est dans une vieille ville, dans une ville désaffectée, dans une ville qui est en train d'être abandonnée au profit d'une autre ville en construction. Ce qui n'est pas faux totalement, puisque les villes comme Bassam, comme Benjerville et d'autres sont en train vraiment de connaître un développement extrêmement important. Mais ici, quand même, nous sommes au plateau, c'est le cœur, le centre des affaires. Mais quand on regarde les façades, bon, à plus forte raison, quand on rentre dans les autres quartiers, dans les autres communes, nous avons décidé donc de procéder au ravalement des façades. Une équipe a été mise en place qui a travaillé. J'avais prévu qu'on commence donc cette opération en 2024, mais on a dû repousser ça en 2025 pour bien peaufiner le projet. Ce n'est pas une opération qu'on va faire quelque part dans une rue de Trècheville et puis on va appeler la télévision pour dire bon, voyez ce que nous sommes en train de faire. Non. Ce qu'on va faire là, ça va concerner toute la ville d'Abidjan, tout le district. Voilà. Les grandes voies, on a sélectionné déjà les voies. On a sélectionné les voies. On a sélectionné la couleur de peinture et ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important que nous allons très bientôt démarrer. Alors, j'avance rapidement. Alors donc, pour terminer, bon, nous avons promis au chef, mesdames et messieurs les vice-gouverneurs, on est solidaires de l'engagement qu'on a pris. Vous ne m'avez pas dit que vous n'êtes pas d'accord, donc qui ne dit mot comme ça? Nous avons pris l'engagement de doter les chefs de village d'un siège. Le terrain, il y a quelques terrains qui nous ont été proposés, mais il y a surtout un terrain qui a retenu notre attention, c'est celui qui se trouve à Kandje. Voilà, je crois qu'il fait 2 ou 5 hectares, le pied dans l'eau. Ce siège, ce n'est pas là non plus pour faire juste de la pub, ce n'est pas ça. J'ai dit ici, et je le redis, que ce siège va être un mémorial, comme un mémorial du peuple Achan et Haché. C'est-à-dire un endroit, lorsqu'on va y arriver, il y a toute l'histoire du peuple Achan qui va défiler. D'abord par l'architecture elle-même, ensuite par tout ce qui va être réalisé dedans. Je l'ai annoncé à certains. Si. Voilà. Je l'ai annoncé à certains dévanciers, il a annoncé bien sûr au Premier ministre, mais je l'ai annoncé aussi au doyen Koumo Mobio, à qui j'ai rendu visite chez lui à la maison, et je lui ai dit que ce n'est pas juste pour faire plaisir à quelqu'un, parce que nous sommes à Abidjan, on dit bien district autonome d'Abidjan, les autochtones, pour parler ainsi, le peuple autochtone ou le peuple qui accueille tous les autres peuples ivoiriens et non ivoiriens à Abidjan ici, ce sont les Achans et les Achés, non? Bon, alors donc, quoi de plus normal d'avoir un endroit où on peut retracer l'histoire de ce peuple? Donc, ça, c'est un projet phare pour 2025. Mesdames et messieurs, j'ai été long. Je m'en excuse platement. Je m'en excuse platement. Pour conclure, je dirais que conclure. Pour conclure, je dirais que conclure. Je dirais pour ma part, je dirais que ma mission n'est pas une mission facile. Ce n'est pas une mission facile. Je l'ai acceptée en pleine conscience, en sachant que je ferais du tort. Retenez-le bien. Je dis bien que je dirais que ma mission n'est pas une mission facile.
je l'ai accepté en pleine conscience, en sachant que je ferais du tort à beaucoup de personnes. Des inconnus, des amis, des parents, des anonymes comme des illustres. Pour paraphraser le président du Bénin, Patrice Talon, comme vous qui êtes sur les réseaux sociaux et vous, les journalistes qui êtes très informés, l'avez certainement écouté, je dirais et je cite: j'ai fait et j'ai fait le sale boulot. J'ai fait et j'ai fait le sale boulot. Le sale job. Je le fais, mais je sais que l'histoire reconnaîtra que je l'ai fait dans l'intérêt commun. On ne peut pas espérer, mesdames et messieurs, se développer sans faire de sacrifices. C'est impossible. Si nous cherchons à tout préserver, nos acquis, nos travers, nos faiblesses et nos souffrances, alors, je dirais, Abidjan ne se développera jamais. Nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants seront donc condamnés à subir le même sort que nous. Ce n'est pas de gaieté de cœur que je prends les décisions difficiles, mais salutaires pour tous. Cela aurait dû être fait depuis longtemps. J'ai envie d'ajouter, en ce qui me concerne, par beaucoup de ceux qui instrumentalisent aujourd'hui la thématique ou la problématique du déguerpissement ou de la restauration du désordre urbain. J'ai dit, certains sont allés se pincer le nez dans la foule. Qu'est-ce qu'ils sont allés chercher là-bas? Si vous n'arrivez pas à supporter les odeurs, n'y allez pas, c'est tout. Cela aurait dû donc être fait depuis longtemps, mais hélas, tout le monde veut plaire. Tout le monde veut plaire. Tout le monde porte son cœur en bandoulière pour tout le monde. Alors, quand on fait la politique, on croit que c'est porter son cœur en bandoulière. Je vous aime. Moi aussi, j'aime plaire. J'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai des amis. Je voudrais plaire à tout le monde, à mes concitoyens, à ceux qui m'entourent. Je souffre, je sais qu'ils souffrent. Je sais qu'ils souffrent. Ceux qui m'aiment, ils souffrent dans leur chair, ils souffrent dans leur âme, d'entendre tout ce qu'ils entendent sur moi. Toutes sortes de méchancetés. Mais c'est le désir de plaire qui m'obsède. Je dis bien, c'est le désir de plaire qui m'obsède tous les jours et que j'aimerais atteindre à la fin de ma mission. Je voudrais qu'on puisse me dire à la fin de ma mission, ce fut dur. Ce fut dur pour lui, mais il a essayé. Ce fut compliqué. Compliqué. On l'a conspué, insulté, on lui a jeté des pierres, mais à la fin, il a réussi. Alors oui, j'ai fait un sale boulot, le sale job, mais je suis convaincu que l'histoire reconnaîtra que j'ai fait ce que j'ai fait dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt commun. Je voudrais, pour terminer, vous remercier pour votre aimable attention. Mais avant de me soumettre à vos questions et préoccupations, après ce bilan et les perspectives que je viens d'énumérer, je voudrais vous inviter à suivre le film documentaire qui sera projeté. J'espère qu'il ne sera pas long pour ne pas couper l'appétit à mesdames et messieurs les journalistes. Dans l'attente donc des questions qui me seront posées après, je vous renouvelle mes vœux de voir cette année 2025 placée sous le signe de la paix, de la fraternité, de la solidarité, tant dans notre district qu'à l'échelle de notre chère Côte d'Ivoire. Bonne et heureuse année 2025. Merci. Bon appétit à tous. Merci beaucoup.
Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, nos